La brume du bayou se lève lentement, comme une respiration mal assurée, traînant entre les cyprès chauves dont les racines aériennes percent la surface de l'eau sombre. C'est une brume qui ne dissipe rien, qui ne révèle rien, qui ajoute seulement une couche supplémentaire d'opacité à un paysage déjà imperméable au regard. Dans le sud de la Louisiane, à la frontière entre les paroisses de Terrebonne et de La Fourche, il existe des zones où les cartes topographiques deviennent imprécises, où les chemins d'eau se multiplient et se confondent, où même les habitants de longue date hésitent avant de s'aventurer. Le marécage n'est pas hostile par intention, il est hostile par nature, par structure, par l'enchevêtrement impénétrable de ses canaux, par l'uniformité trompeuse de sa végétation, par l'absence totale de repères stables. Les arbres se ressemblent, les îlots de terre ferme disparaissent et réapparaissent selon les marées et les crues. Les sons portent étrangement loin ou meurent immédiatement contre les troncs moussus. C'est un environnement qui absorbe les présences humaines sans effort, sans drame apparent, simplement en continuant d'être ce qu'il a toujours été. Le 23 mars 2019, 4 touristes européens louent un petit bateau à moteur dans une marina proche de Houma, une ville de taille moyenne, ancrée dans l'économie pétrolière et la pêche aux crevettes. Ils sont jeunes, entre 26 et 32 ans, 2 couples venus de France et de Belgique, attirés par l'idée romantique d'explorer les bayous authentiques, loin des circuits organisés, loin des guides professionnels qui connaissent chaque méandre et chaque danger. Ils ont réservé le bateau pour une journée complète, de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, avec l'intention affichée de photographier la faune locale, de naviguer dans les chenaux secondaires, de s'imprégner de cette Amérique aquatique et silencieuse qu'ils ont vue dans des documentaires. Le propriétaire de la marina, un homme d'une 60aine d'années au visage marqué par le soleil et le vent, leur explique les bases de la navigation dans le marécage, leur montre sur une carte plastifiée les zones relativement sûres, leur conseille de rester sur les canaux principaux, de ne jamais s'aventurer dans les ramifications étroites où le courant devient imprévisible et où les branches basses peuvent bloquer le passage. Il leur donne un téléphone satellite d'urgence, vérifie que leurs propres téléphones sont chargés, leur demande de vérifier régulièrement leur position GPS. Ils écoutent poliment, acquiescent, sourient avec cette confiance tranquille des gens qui ont déjà voyagé, qui ont déjà surmonté des situations imprévues, qui ne peuvent pas imaginer que ce paysage aquatique et paisible puisse représenter un danger réel. Ils partent à 8h37 exactement, selon l'horodatage du système de location. Le bateau est un aluminium léger de 4,50 m, équipé d'un moteur hors-bord de 40 chevaux, stable, mais pas conçu pour affronter des conditions difficiles. Ils portent des gilets de sauvetage, ont emporté des bouteilles d'eau, des snacks, des appareils photo, des jumelles, une petite trousse de premiers secours. Le ciel est dégagé, la température agréable pour la saison, environ 22 degrés Celsius, avec une légère brise qui fait frissonner la surface de l'eau. Pendant les premières heures, ils suivent effectivement les conseils du propriétaire, restent sur le canal principal, s'arrêtent pour photographier des hérons, des tortues, des alligators immobiles sur les berges boueuses. Leur téléphone capte encore du réseau, faiblement, mais suffisamment pour envoyer quelques photos sur les réseaux sociaux, pour rassurer indirectement leurs familles respectives. À 11h23, l'une des touristes publie une dernière photo sur Instagram. Un selfie, pris depuis le bateau, avec le marécage en arrière-plan, accompagné d'une légende enthousiaste en français. C'est la dernière trace numérique active qu'ils laisseront. Quelque part entre 11h30 et midi, ils prennent une décision qui paraît anodine sur le moment, mais qui va déterminer tout ce qui suit. Ils aperçoivent une ouverture dans la végétation dense,
un chenal secondaire qui serpente entre les cyprès, qui semble mener vers une zone plus sauvage, plus photographique, plus conforme à l'image qu'ils se font de l'aventure authentique. Le chenal est étroit, à peine 2 fois la largeur du bateau, mais l'eau semble calme et le passage dégagé. Ils décident de s'y engager, pensant explorer rapidement cette zone, puis revenir sur le canal principal. Le moteur ralentit, le bateau avance doucement entre les parois végétales qui se referment progressivement au-dessus d'eux, créant un tunnel vert traversé par des raies de lumière obliques. Le paysage change de nature, devient plus oppressant, plus clos. Les sons s'étouffent, le ciel disparaît presque entièrement derrière le feuillage dense. Le chenal se divise, puis se divise encore, et chaque embranchement ressemble exactement au précédent. Aucun repère ne permet de mémoriser le chemin emprunté. Il continue pendant 20 minutes, puis 30, explorant ce labyrinthe aquatique avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude croissante. Quand ils décident finalement de faire demi-tour, ils réalisent qu'ils ne sont plus certains de la direction à prendre. Le réseau téléphonique a disparu depuis longtemps. Le GPS fonctionne encore, affichant leur position sur une carte numérique. Mais cette carte ne montre aucun détail à cette échelle. Aucune indication des chenaux praticables. Seulement une vaste zone verte uniforme, traversée par quelques lignes bleues approximatives qui ne correspondent pas aux méandres réels. Ils tentent plusieurs. Direction, reviennent sur leurs pas, s'enfoncent davantage dans le dédale. Le temps passe différemment dans cet environnement fermé. Les heures s'allongent, la lumière baisse imperceptiblement, mais constamment. À 14 heures, ils sont complètement perdus. À 15 heures, le moteur commence à montrer des signes de faiblesse. Tous calent une première fois. Le réservoir d'essence est encore aux 3/4 plein. Ce n'est pas un problème de carburant, mais probablement un fragment de végétation aspiré dans le système d'alimentation. Il redémarre, avance encore, le moteur cale de nouveau. À 15h45, il refuse définitivement de repartir. Le silence qui suit l'extinction du moteur n'est pas un silence absolu. C'est un silence fait de bruissements légers, de clapotis à peine audibles, de craquements distants dans le bois, de bourdonnements d'insectes qui semblent s'amplifier progressivement. Le bateau dérive lentement, poussé par un courant imperceptible, vient buter contre une racine submergée, pivote, continue de glisser sans direction apparente. Il tente de comprendre ce qui bloque le moteur. L'un des hommes, qui a quelques notions de mécanique, essaie de démonter le capot protecteur, mais sans outils appropriés et sans vraie compréhension du système, il ne peut rien faire. Il décide d'utiliser les rames de secours, 2 pagaies courtes rangées sous les sièges, et commence à avancer manuellement, cherchant un passage plus large, cherchant n'importe quel indice suggérant une sortie. Mais ramer dans un marécage dense est épuisant et inefficace. Le bateau accroche constamment les racines, les branches basses obligent à se baisser en permanence, la progression est d'une lenteur désespérante. Après 1 heure d'efforts intenses, ils ont peut-être parcouru 300 mètres, peut-être moins, impossible de savoir. À 17h, ils comprennent qu'ils ne sortiront pas avant la nuit. Ils tentent d'appeler à l'aide avec le téléphone satellite, mais la canopée dense bloque partiellement le signal. Les connexions s'établissent, puis se rompent immédiatement. Ils envoient plusieurs messages de détresse qui ne reçoivent aucune confirmation de réception. À 18h, l'heure prévue de leur retour à la marina, ils sont toujours prisonniers du labyrinthe végétal. À la marina, le propriétaire commence à s'inquiéter, attend encore 1 heure en se disant qu'ils ont simplement pris du retard, puis à 19h30, contacte les autorités locales. À ce moment-là, la lumière a presque entièrement disparu dans le marécage, ne laissant qu'une pénombre bleutée qui transforme chaque ombre en obstacle potentiel.
La première nuit dans le bayou est une expérience de désorientation profonde. Ils attachent le bateau à un tronc solide pour éviter de dériver davantage, se regroupent au centre de l'embarcation, partagent l'eau et la nourriture qu'ils pesissent. Leur reste. La température chute brutalement après le coucher du soleil, descend à 12 degrés Celsius, et l'humidité constante rend cette fraîcheur pénétrante, désagréable. Ils portent seulement des vêtements légers, adaptés à la chaleur du jour, aucune veste, aucune couverture. Les moustiques arrivent par vagues, piquent sans répit malgré les gestes répétés pour les chasser. Les sons nocturnes du marécage sont étranges, amplifiés, menaçants dans leur étrangeté, des éclaboussures soudaines suggérant des mouvements d'animaux invisibles, des craquements inexpliqués, des cris d'oiseaux lointains qui ressemblent à des appels humains déformés. Ils ne dorment pas vraiment, sombrent dans des demi-sommeils agités, sursautent à chaque bruit nouveau, attendent l'aube avec une impatience mêlée de terreur sourde. Les recherches officielles commencent à l'aube du 24 mars. Le shérif de la paroisse de Terrebonne coordonne une opération de sauvetage impliquant la garde côtière, des équipes de recherche locales spécialisées dans les environnements marécageux, des volontaires connaissant intimement la région. Ils utilisent plusieurs bateaux rapides, un hélicoptère équipé de caméras thermiques, des drones commerciaux capables de survoler les zones les plus denses. Le problème immédiat est l'étendue considérable de la zone à couvrir. Le bayou représente des dizaines de kilomètres carrés de terrain impraticable, avec des milliers de chenaux possibles, des ramifications qui se multiplient exponentiellement, aucune certitude sur la direction prise par les disparus. Les équipes suivent d'abord les canaux principaux, inspectent systématiquement les embranchements les plus évidents, appellent à l'aide avec des mégaphones, écoutent tout signal sonore inhabituel. L'hélicoptère survole méthodiquement la zone. Les caméras thermiques détectent des dizaines de signatures de chaleur, mais ce sont des animaux, des alligators, des sangliers sauvages, rien qui ressemble à un groupe humain ou à un bateau métallique. Pendant ce temps, dans le marécage, les 4 touristes tentent de survivre et de signaler leur présence. Ils ont compris que rester immobiles et économiser leur énergie est plus rationnel que s'épuiser en efforts inutiles. Ils utilisent leur téléphone avec parcimonie, éteignent tous les services non essentiels pour préserver les batteries, tentent régulièrement d'envoyer des messages de détresse sans succès. Ils entendent parfois le bruit lointain de l'hélicoptère, hurlent de toute leur force, agitent des vêtements colorés, mais le bruit du rotor s'éloigne à chaque fois sans qu'ils aient pu établir de contact. La canopée dense rend la détection visuelle presque impossible depuis le ciel, et la signature thermique d'un petit groupe humain se perd dans le fouillis des sources de chaleur ambiante. Le 25 mars au matin, leur eau est épuisée. Ils tentent de boire l'eau du marécage après l'avoir filtrée grossièrement à travers un tissu. Mais cette eau est chargée de sédiments, de bactéries, de parasites potentiellement dangereux. Dès le soir du 25 mars, 2 d'entre eux commencent à souffrir de crampes abdominales violentes, de diarrhée liquide qui les affaiblissent rapidement. Le 26 mars marque un tournant dans leurs conditions physiques. La déshydratation s'installe sévèrement, aggravée par les pertes liquidiennes continues. Ils deviennent apathiques, parlent moins, économisent chaque geste. La faim est secondaire pour l'instant. Le corps peut tenir plusieurs semaines sans nourriture solide. Mais sans eau propre, la dégradation est exponentielle. Les batteries des téléphones s'épuisent les unes après les autres, malgré les précautions. Le 27 mars au matin, le dernier téléphone encore fonctionnel parvient à envoyer un bref signal GPS avant de s'éteindre définitivement. Ce signal est capté par les systèmes de recherche, mais sa localisation est imprécise, définit un rayon de 2 km² dans une zone particulièrement dense du marécage. Les équipes de sauvetage redirigent immédiatement leurs efforts vers ce secteur, fouillent méthodiquement chaque chenal, mais la progression est lente, entravée par la végétation, par la nécessité de vérifier chaque embranchement sans négliger aucune possibilité. Le 28 mars, les touristes n'ont plus la force de crier.
2 d'entre eux sont dans un état de semi-conscience, affaiblis au point de ne plus pouvoir se tenir assis sans aide. Les 2 autres, légèrement moins atteints, tentent de maintenir un semblant d'organisation, de rationner les dernières gouttes d'eau contaminée qu'ils ont réussi à collecter. Mais la logique commence à vaciller, sous l'effet de la déshydratation sévère, du manque de sommeil, du stress prolongé. L'un des survivants, relativement lucide, prend une décision désespérée. Il décide de quitter le bateau et d'essayer de marcher à travers le marécage pour trouver de l'aide, convaincu qu'il ne peut pas être très loin de la civilisation. C'est une erreur classique en situation de survie, l'abandon du point de référence connu. Mais c'est une erreur compréhensible, quand la raison est érodée par la souffrance. Il enlève ses chaussures pour ne pas les perdre dans la boue, avance pieds nus dans l'eau stagnante, disparaît rapidement entre les arbres. Les 3 autres sont trop faibles pour le retenir, ou pour le suivre. Le 29 mars au matin, les équipes de recherche trouvent le bateau. Il est échoué contre un amas de racines, dans un chenal si étroit qu'il est invisible depuis le ciel. Accessible seulement en remontant péniblement une série de passages quasi impraticables. À l'intérieur du bateau, 3 corps, 2 femmes et un homme, décédés dans les heures précédentes. Les analyses médicales ultérieures détermineront que la cause principale du décès est une déshydratation aiguë compliquée par une infection gastro-intestinale sévère, probablement d'origine bactérienne, contractée en buvant l'eau du marécage. Leur corps présente des signes de souffrance prolongée, de multiples piqûres d'insectes infectés, des ulcérations cutanées, une perte de poids significative en seulement 6 jours. Mais aucune trace du 4e touriste. Les équipes intensifient immédiatement les recherches autour du bateau, supposant qu'il ne peut pas être loin. Ils utilisent des chiens de piste, mais l'eau stagnante neutralise rapidement les odeurs. Les pistes se perdent après quelques dizaines de mètres. L'hélicoptère survole la zone de manière concentrique, élargissant progressivement le périmètre. Pendant 3 jours supplémentaires, les recherches se poursuivent avec une intensité maximale. Le 30 mars, le 31 mars, le 1er avril. Aucune trace. Le marécage semble avoir absorbé complètement ce dernier disparu. Les équipes explorent chaque centimètre carré dans un rayon d'1 kilomètre autour du bateau, puis 2 kilomètres, puis 3. Ils sondent les zones d'eau plus profondes avec des perches, craignant qu'ils se soient noyés ou enfoncés dans la vase. Ils inspectent les îlots de terre ferme, les amas de branches tombées, les creux entre les racines où un corps pourrait être coincé. Rien. Le 2 avril, les recherches actives sont officiellement suspendues. Les familles sont informées que 3 corps ont été récupérés, que le 4e reste introuvable malgré tous les efforts déployés, qu'il est statistiquement improbable qu'il ait survécu dans ces conditions, et que le marécage rendra peut-être son corps un jour, ou peut-être jamais. Les mois passent. L'affaire fait l'objet d'une enquête approfondie. Les autorités reconstituent minutieusement la chronologie des événements, examinent chaque décision prise, chaque erreur commise. Le propriétaire de la marina est lavé de tout soupçon. Il a respecté toutes les procédures de sécurité, a fourni un équipement adéquat, a donné des instructions claires. Les touristes eux-mêmes ont simplement fait un choix malheureux, un choix qui paraissait anodin sur le moment, mais qui les a conduits dans un piège dont ils n'ont jamais pu sortir. Le bateau est remorqué hors du marécage et examiné. Le moteur est démonté. On découvre effectivement un fragment de matière végétale coincé dans le système d'alimentation. Un détail mécanique insignifiant qui a eu des conséquences catastrophiques. Les téléphones sont récupérés, analysés, les données GPS sont extraites et cartographiées. On reconstitue avec précision leur trajectoire jusqu'au moment où ils se sont engagés dans le chenal fatal, puis leur dérive aléatoire dans le labyrinthe de ramifications secondaires. Les messages de détresse partiellement envoyés sont retrouvés dans les logs de serveurs satellites, mais ils n'ont jamais atteint les systèmes d'urgence,
à cause de l'interruption des transmissions. Tout est documenté, archivé, classé. Le dossier est officiellement clos en juillet 2019, avec 3 décès confirmés et une disparition présumée fatale. Les années suivent leur cours. Les familles des victimes tentent de reconstruire leur vie autour de cette absence définitive, de ce deuil incomplet pour celui dont le corps n'a jamais été retrouvé. Des cérémonies commémoratives ont lieu, des plaques sont posées, des articles de presse paraissent à chaque anniversaire de la tragédie. Le bayou continue d'exister, indifférent. Les cyprès continuent de croître. L'eau continue de monter et de descendre selon les marées et les pluies. Les alligators continuent de chasser, les hérons continuent de pêcher. La zone où les touristes ont disparu n'est marquée par aucun signe particulier. Elle reste aussi impénétrable, aussi trompeuse, aussi dangereuse qu'elle l'a toujours été. Puis arrive le 22 septembre 2023, 4 ans et 6 mois exactement après la disparition. Un groupe de chercheurs universitaires travaillant sur un projet de cartographie écologique des zones humides côtières opère dans le secteur. Ils utilisent des technologies de numérisation tridimensionnelle du terrain, des lidars montés sur drones, capables de pénétrer partiellement la canopée. Des systèmes GPS différentiels offrant une précision centimétrique. Ils ne cherchent rien de particulier, en lien avec la tragédie de 2019. Leur mission est purement scientifique, documentaire, environnementale. Ils établissent un campement temporaire sur une zone légèrement surélevée, un îlot de terre ferme d'environ 50 mètres de diamètre, situé à 2 km 700 mètres du point où le bateau avait été retrouvé. Cet îlot n'est accessible que pendant la saison sèche, quand le niveau d'eau baisse suffisamment pour permettre de marcher à travers les zones marécageuses périphériques. Pendant la saison des pluies, il devient une petite île isolée, invisible depuis les airs, sous la végétation dense. L'un des chercheurs, une jeune femme de 29 ans, spécialisée en pédologie, installe une série de sondes pour analyser la composition du sol à différentes profondeurs. Elle enfonce méthodiquement des tubes de prélèvement à intervalles réguliers, cartographiant la stratification géologique, cherchant à comprendre l'accumulation de sédiments organiques au fil des décennies. À 47 cm de profondeur, dans un sol argileux compact gorgé d'eau, l'une des sondes rencontre une résistance anormale. Pas une racine, pas une pierre, quelque chose de différent, quelque chose qui cède partiellement, puis bloque complètement la progression de l'instrument. Elle extrait la sonde, marque l'emplacement, commence à creuser. Manuellement avec des outils spécialisés, une petite pelle triangulaire, une truelle, procédant avec la patience méthodique de quelqu'un habitué aux fouilles délicates. À 52 cm de profondeur, elle découvre ce qui semble être un fragment de tissu décomposé, une matière textile dégradée, mais encore identifiable comme artificielle. Elle arrête immédiatement l'excavation, appelle ses collègues, contacte les autorités locales. Une équipe médico-légale arrive dans les 6 heures suivantes, sécurise la zone, commence une exhumation professionnelle. Ce qu'ils découvrent progressivement, en retirant couche par couche le sol humide, est un corps humain en état de décomposition avancée, enterré à une profondeur comprise entre 45 et 60 cm, dans une position qui suggère non pas un ensevelissement accidentel, mais une inhumation délibérée, le corps reposant sur le dos, les membres légèrement repliés, recouverts de terre et de débris végétaux disposés de manière relativement uniforme. L'information remonte immédiatement aux autorités de la paroisse de Terrebonne. Les archives sont consultées, toutes les disparitions non résolues dans la région sont examinées, et bien sûr, l'affaire des touristes de 2019 ressort immédiatement comme la correspondance la plus probable. Le corps est extrait avec toutes les précautions forensiques nécessaires, transporté jusqu'au bureau du médecin légiste de la paroisse, soumis à une série d'examens approfondis. L'état de décomposition
est cohérent avec une mort survenue il y a environ 4 ans, compte tenu des conditions spécifiques du sol marécageux, de l'humidité constante, de la température relativement élevée qui accélère certains processus biologiques tout en ralentissant l'oxydation. Les vêtements, bien que sévèrement dégradés, sont examinés et correspondent aux descriptions données par les familles des disparus. L'analyse dentaire, la seule méthode d'identification fiable dans cet état de décomposition, confirme définitivement qu'il s'agit du 4e touriste, celui qui avait quitté le bateau le 28 mars 2019 dans une tentative désespérée de trouver de l'aide. Mais c'est la nature précise de l'inhumation qui transforme immédiatement cette découverte d'un cas de disparition tragique en quelque chose de beaucoup plus troublant, de beaucoup plus complexe. L'analyse médico-légale détermine avec certitude que ce corps a été enterré délibérément, que la profondeur et la disposition ne peuvent pas résulter d'un processus naturel d'enfouissement par accumulation de sédiments ou de matière organique. Quelqu'un a creusé un trou suffisamment profond dans ce sol argileux difficile, y a placé le corps, l'a recouvert méthodiquement. Cette conclusion soulève immédiatement une série de questions vertigineuses. Le touriste était-il encore vivant au moment de l'inhumation? Ou était-il déjà mort de causes naturelles liées à la déshydratation et à l'épuisement quand quelqu'un a trouvé son corps et décidé de l'enterrer? Si quelqu'un l'a enterré, qui était cette personne? Comment se trouvait-elle dans cette zone isolée du marécage au moment précis où le touriste y était également? Et pourquoi n'a-t-elle pas signalé cette découverte aux autorités? L'examen des ossements révèle des fractures anciennes, des lésions qui pourraient être antérieures au décès ou contemporaines. Mais l'état de décomposition rend difficile toute conclusion définitive sur la cause exacte de la mort. Aucune trace évidente de violence létale, aucun trauma crânien massif, aucune blessure par arme. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. L'enquête criminelle est immédiatement rouverte, cette fois sous l'angle d'une mort suspecte potentielle. Les détectives revisitent chaque élément du dossier original, interrogent de nouveau les témoins, les propriétaires de la marina, les membres des équipes de recherche, les riverains vivant dans un rayon de 10 km autour de la zone. Ils examinent les registres de transactions satellites, cherchent à déterminer si quelqu'un d'autre se trouvait dans le secteur pendant la période critique, fin mars 2019. Ils découvrent effectivement des signaux sporadiques, des passages de bateaux enregistrés par les systèmes de surveillance maritime, mais rien qui corresponde précisément à la zone isolée où le corps a été retrouvé. Ils interrogent les communautés Cajuns, vivant en marge du marécage, des familles installées depuis des générations dans des habitations semi-flottantes, des trappeurs, des pêcheurs clandestins, des gens qui connaissent le bayou mieux que les cartes officielles. Certains admettent naviguer régulièrement dans ces zones reculées. Certains reconnaissent même avoir aperçu occasionnellement des touristes perdus au fil des années. Mais aucun ne se souvient spécifiquement du printemps 2019. Aucun n'admet avoir trouvé un corps ou avoir participé à une inhumation. Une hypothèse prend progressivement forme parmi les enquêteurs. Une hypothèse qui tente de réconcilier les éléments contradictoires. Le touriste aurait effectivement quitté le bateau le 28 mars, aurait marché pendant des heures à travers le marécage, aurait succombé à la déshydratation et à l'épuisement quelque part sur cet îlot de terre ferme, relativement éloigné du bateau, mais dans une direction qu'il pensait prometteuse. Son corps aurait été découvert, des heures ou des jours plus tard, par quelqu'un naviguant clandestinement dans la région. Peut-être un trappeur, opérant sans permis. Peut-être quelqu'un cultivant des plants de cannabis dans les zones isolées du marécage. Quelqu'un qui avait des raisons de ne pas vouloir entrer en contact avec les autorités. Cette personne, confrontée à la découverte d'un cadavre européen en plein marécage, aurait paniqué ou aurait simplement décidé que signaler la découverte créerait trop de problèmes, attirerait trop d'attention sur ses propres activités illégales. Elle aurait donc enterré le corps sur place, rapidement, sommairement, puis serait repartie en espérant que personne ne ferait jamais le lien.
C'est une hypothèse plausible, une hypothèse qui explique la plupart des faits observés. Mais c'est une hypothèse impossible à prouver sans aveu direct. Les enquêteurs lancent des appels publics à témoignages, promettent l'immunité pour quiconque fournirait des informations conduisant à l'élucidation complète des circonstances de l'inhumation. Ils obtiennent quelques témoignages fragmentaires, des rumeurs de troisième main, des suggestions vagues, mais rien de concret. L'affaire devient une source de spéculation intense dans les communautés locales et sur les forums internet spécialisés dans les disparitions mystérieuses. Certains suggèrent des scénarios plus sinistres, parlent de tueurs vivant cachés dans les profondeurs du marécage, de rituels secrets, de trafics clandestins. Mais ces théories sensationnalistes ne résistent pas à l'examen rationnel des faits disponibles. La vérité la plus probable reste celle d'une tragédie accidentelle, suivie d'une dissimulation opportuniste par quelqu'un qui se trouvait là par hasard et qui a choisi le silence plutôt que l'implication. Pour les familles, cette découverte 4 ans après les faits apporte une forme de clôture, tout en ouvrant de nouvelles blessures. Le corps est enfin rapatrié, des funérailles peuvent enfin avoir lieu, un lieu physique où se recueillir existe désormais. Mais les questions sans réponse créent une frustration profonde, une incapacité à comprendre pleinement ce qui s'est passé pendant ces dernières heures de vie, une impossibilité à savoir si leur proche est mort seul dans la souffrance ou s'il y a eu une présence humaine, même silencieuse, même non secourable, pendant ces derniers moments. L'ambiguïté morale de l'inhumation clandestine alimente des sentiments contradictoires, de la colère contre celui qui n'a pas signalé la découverte, mais aussi une reconnaissance étrange du fait que cette personne inconnue a au moins accordé au défunt une forme rudimentaire de sépulture, plutôt que de laisser son corps se décomposer à l'air libre, dévoré par les animaux. Les analyses post-mortem complètes révèlent d'autres détails troublants sur la condition physique du touriste au moment de sa mort. La déshydratation était à un stade critique. La concentration des électrolytes sanguins avait atteint des niveaux incompatibles avec la vie. Les reins avaient commencé à défaillir. Le cœur présentait des signes d'arythmie sévère. Il avait également des lacérations profondes aux pieds, des plaies infectées causées par la marche pieds nus à travers un terrain hostile, hérissé de racines coupantes et de coquillages brisés. L'infection était suffisamment avancée pour avoir provoqué une septicémie débutante. Même s'il avait été secouru à temps, même si les équipes de recherche l'avaient trouvé vivant après 4 ou 5 jours d'errance, ses chances de survie sans séquelles permanentes auraient été minimes. Les dommages rénaux, les lésions cardiaques, les complications neurologiques de la déshydratation prolongée auraient laissé des traces irréversibles. Cette réalité médicale jette une lumière particulière sur toute l'affaire. Les 4 touristes étaient condamnés dès le moment où leur moteur a calé dans ce labyrinthe végétal. Leur chance statistique de survie, calculée rétrospectivement par des experts en survie en milieu hostile, était inférieure à 5%. Même avec un équipement de survie complet, même avec une formation appropriée, même avec une chance extraordinaire, sortir vivant de cette situation particulière relevait de l'anomalie statistique. Le bayou n'est pas intrinsèquement mortel. Des milliers de personnes y naviguent chaque année sans incident. Mais il possède cette caractéristique particulière de punir les erreurs de manière disproportionnée, de transformer une mauvaise décision en piège irréversible, d'offrir aucune seconde chance. L'enquête criminelle finit par être officiellement close en février 2024, classée sans suite, faute d'éléments suffisants pour identifier ou poursuivre la personne ayant procédé à l'inhumation. Le dossier reste techniquement ouvert, susceptible d'être réactivé si de nouvelles informations émergent. Mais dans les faits, l'affaire est considérée comme résolue dans ses grandes lignes, même si certains détails resteront probablement inconnus à jamais. Les autorités locales utilisent ce cas dans leur campagne de sensibilisation à la sécurité dans les zones marécageuses, insistant sur l'importance de respecter les consignes, de ne jamais s'aventurer hors des zones balisées sans guide expérimenté, de comprendre que ce qui ressemble à un paysage paisible et photographique peut devenir un piège mortel en quelques heures. Ce qui reste finalement de cette affaire, au-delà des rapports officiels et des articles de presse archivés, c'est un ensemble de questions philosophiques sur la nature du risque,
sur la responsabilité personnelle face au danger, sur la frontière ténue entre l'aventure et l'imprudence. Les 4 touristes n'étaient ni stupides, ni particulièrement téméraires. Ils étaient simplement des gens ordinaires, prenant une décision qui leur semblait raisonnable sur le moment, attirés par la beauté d'un paysage et l'envie légitime d'explorer au-delà des sentiers battus. Mais le marécage ne fait pas de distinction entre les intentions nobles et les erreurs de jugement. Il applique ses règles implacables avec une indifférence totale. La découverte tardive du corps, enterré clandestinement dans un sol humide, ajoute une couche supplémentaire de complexité morale, suggérant que même dans les moments les plus désespérés, les actions humaines restent imprévisibles, guidées par des calculs que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. Pour ceux qui vivent et travaillent dans ces régions marécageuses de Louisiane, l'histoire des 4 touristes est devenue une référence, un cas d'école, un rappel constant de ce que le bayou peut faire quand les conditions s'alignent d'une certaine manière. Les guides professionnels la racontent parfois à leurs clients, non pour les effrayer, mais pour leur faire comprendre pourquoi certaines règles existent, pourquoi certaines zones sont interdites, pourquoi l'humilité face à la nature n'est pas une option, mais une nécessité. Les chercheurs qui ont découvert le corps continuent leur travail de cartographie écologique, mais ils pensent parfois à cette rencontre fortuite entre leur mission scientifique et une tragédie humaine vieille de 4 ans, à la probabilité infinitésimale que leur sonde pédologique frappe précisément cet endroit précis, à cette profondeur précise. Et le marécage lui-même continue, perpétuellement, ses cycles de crues et de décrues, de croissance et de décomposition, de vie foisonnante et de mort discrète. Les cyprès chauves se dressent toujours avec leurs racines aériennes bizarres. L'eau sombre réfléchit toujours le ciel gris ou bleu selon les jours. Les alligators glissent toujours silencieusement entre les troncs moussus. Les hérons pêchent toujours avec leur patience immobile. L'endroit où le bateau a été retrouvé n'est marqué par rien. L'îlot où le corps gisait enterré a repris son apparence normale. La végétation a recouvert les traces de l'excavation. Dans quelques années, même les habitants locaux qui se souviennent encore de l'affaire auront du mal à localiser précisément les lieux. Les repères s'effaceront, les souvenirs s'estomperont. C'est la nature même de ces paysages. Ils absorbent les événements humains, les digèrent, les intègrent dans leur continuité impersonnelle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de visible, plus rien de distinct. Seulement une histoire racontée parfois le soir, une mise en garde transmise aux nouvelles générations, un nom dans des archives que personne